Dimanche 29 mai, je me réveillais vers 4 heures du matin, lucide, l'esprit aux aguets. Je pris le temps de faire soigneusement ma valise, de réunir les éléments d'une pharmacie portative, des vêtements de rechange pour un mois. Je retrouvais même des chaussures de marche, des chaussures américaines très high-tech que je n'avais jamais utilisées, que j'avais achetées 1 an auparavant en m'imaginant que j'allais me lancer dans la randonnée pédestre. J'emportais également mon ordinateur portable, une réserve de barres protéinées, une bouilloire électrique, du café soluble. À 5h30, j'étais prêt à partir. Ma voiture démarra sans difficulté. Les portes de Paris étaient vides. À 6h, j'approchais déjà de Rambouillet. Je n'avais aucun projet, aucune destination précise. Juste la sensation, très vague, que j'avais intérêt à me diriger vers le sud-ouest. Que si une guerre civile devait éclater en France, elle mettrait davantage de temps à atteindre le sud-ouest. Je ne connaissais à vrai dire à peu près rien du sud-ouest, sinon que c'est une région où l'on mange du confit de canard, et le confit de canard me paraissait peu compatible avec la guerre civile. Enfin, je pouvais me tromper. Je connaissais peu la France en général. Après une enfance et une adolescence passées à Maisons-Laffitte, banlieue bourgeoise par excellence, je m'étais installé à Paris et je n'en étais jamais reparti. Je n'avais jamais vraiment visité ce pays dont j'étais, de manière un peu théorique, citoyen. J'avais eu des velléités de le faire, comme en témoignait l'achat de ce Volkswagen Touareg, contemporain de celui des chaussures de randonnée. C'était un véhicule puissant, doté d'un moteur V8 diesel de 4,2 litres à injection directe, Commonwealth, qui lui permettait de dépasser les 240 km/h. Taillé pour les longs parcours autoroutiers, il pouvait aussi se prévaloir de réelles aptitudes au franchissement. J'avais dû à l'époque imaginer des week-ends, des escapades sur les chemins forestiers. Mais rien de tout cela ne s'était finalement produit. Je m'étais contenté les dimanches d'être un client régulier du marché du livre ancien qui se tenait parc Georges Brassens. Parfois aussi, heureusement, j'avais consacré mes dimanches à baiser, principalement avec Myriam. Ma vie aurait été bien plate et bien morne si je n'avais pas, au moins de temps à autre, baisé avec Myriam. Je m'arrêtais au relais des Mille-Étangs, immédiatement après la sortie de Châteauroux. J'achetais un cookie double chocolat et un grand café à la Croissanterie, puis je remontais au volant de ma voiture pour prendre ce petit déjeuner en songeant à mon passé ou à rien. Le parking dominait la campagne environnante, déserte à l'exception de quelques vaches, de race probablement charolaise. Le jour était largement levé maintenant, mais des bancs de brume flottaient encore sur les prairies en contrebas. Le paysage était vallonné, plutôt beau, mais on ne distinguait aucun étang, et du reste, aucune rivière. L'avenir, il me paraissait imprudent d'y songer. J'allumai mon autoradio. Les opérations électorales avaient commencé et se déroulaient normalement. François Hollande avait déjà voté dans son fief corrézien. Le taux de participation, pour autant qu'on puisse en juger à une heure aussi matinale, était élevé, plus élevé que lors des 2 précédentes consultations présidentielles. Certains analystes politiques considéraient qu'un taux de participation élevé favorisait les partis de gouvernement au détriment des partis extrêmes. Mais d'autres, tout aussi réputés, pensaient exactement l'inverse. En somme, on ne pouvait pour l'instant tirer aucune conclusion du taux de participation. Il était un peu tôt pour écouter la radio. Je l'éteignis avant de quitter le parking. Peu après être reparti, je pris conscience que ma jauge de carburant était basse, à peu près un quart. J'aurais dû faire le plein à la station. Je me rendis compte aussi que l'autoroute était inhabituellement déserte. Le dimanche matin, il n'y a jamais grand monde sur l'autoroute. C'est le moment où la société respire, se décongestionne, où ses membres se donnent la brève illusion d'une existence individuelle. Mais quand même, cela faisait peut-être 100 kilomètres que je n'avais ni dépassé ni croisé une autre voiture. J'avais juste évité un poids lourd bulgare qui zigzaguait, ivre de fatigue, entre la file de droite et la bande d'arrêt d'urgence. Tout était calme. Je longeais des manches à air bicolore agitées par un vent léger. Le soleil brillait sur les prairies et les bois comme un bon employé fidèle. Je rallumai la radio, mais cette fois en vain.
Toutes les stations préprogrammées sur mon appareil, de France Info à Europe 1, en passant par Radio Monte-Carlo et RTL, n'émettaient qu'un bourdonnement confus de parasites. Quelque chose était en train de se passer en France, j'en avais la certitude. Je pouvais cependant continuer à traverser à 200 km/h le réseau autoroutier hexagonal et c'était peut-être la bonne solution. Plus rien ne semblait marcher dans ce pays. Les radars étaient peut-être eux aussi en panne. En continuant à cette allure, je serais vers 16 heures au poste frontière du Jonquet. Une fois en Espagne, la situation serait différente et la guerre civile un peu plus éloignée. C'était une chose à tenter. Sauf que je n'avais plus d'essence. Oui, ça, c'était le problème à résoudre. De toute urgence. Il allait falloir que je m'en occupe dès la prochaine station. Ce serait celle de Peck-Monta. Elle n'avait rien de très engageant sur les panneaux d'information. Ni restauration, ni produits régionaux, une station janséniste, dédiée au carburant pur. Mais je ne pouvais pas attendre le jardin des Causes du Lot, situé 50 km en aval. Je me repris en songeant que je pouvais faire un arrêt ravitaillement à Peck-Monta, suivi d'un arrêt plaisir aux Causes du Lot, où j'achèterais du foie gras, du cabecou, du cahors, que je dégusterais le soir même dans ma chambre d'hôtel sur la Costa Brava. C'était un projet complet qui faisait sens, un projet réalisable. L'aire de parking était déserte et je me rendis tout de suite compte que quelque chose n'allait pas. Je ralentis au maximum avant de rouler très prudemment jusqu'à la station-service. La vitrine avait explosé, des myriades de bouts de verre recouvraient le bitume. Je sortis de ma voiture, m'approchai. À l'intérieur de la boutique, la vitrine contenant les boissons fraîches avait elle aussi été fracassée et les présentoirs de journaux étaient renversés. Je découvris la caissière gisant sur le sol dans une mare de sang, ses bras serrés sur sa poitrine dans un dérisoire geste de protection. Le silence était total. Je me dirigeai vers les pompes à essence, mais leur fonctionnement était bloqué. Elles devaient pouvoir être remises en marche à partir des caisses. Je revins vers la boutique, enjambai le cadavre à contre-cœur, mais ne découvrit aucun mécanisme paraissant commander la distribution de carburant. Après une brève hésitation, je pris dans les rayonnages un sandwich thon crudité, une bière sans alcool et le guide Michelin. Parmi les hôtels qu'il conseillait dans la région, le plus proche, le relais du Haut-Quercy, était situé à Martel. Il me suffisait de suivre la D840 sur une dizaine de kilomètres. En redémarrant en direction de la sortie, il me sembla apercevoir 2 corps étendus près du parking poids lourd. Je redescendis, m'approchai. En effet, 2 jeunes maghrébins, vêtus de l'uniforme typique des banlieues, avaient été abattus. Ils avaient perdu très peu de sang, mais ils étaient indiscutablement morts. L'un d'entre eux tenait encore un pistolet mitrailleur à la main. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer ici? À tout hasard, je tentai à nouveau de capter une station de radio, mais je n'obtins, cette fois encore, qu'un grésillement indistinct de parasites. J'atteignis Martel sans encombre un quart d'heure plus tard. La départementale traversait un paysage riant, boisé. Je n'avais toujours croisé aucune autre voiture et je commençais réellement à m'interroger. Puis je me dis que les gens se cloîtraient sans doute chez eux exactement pour les mêmes raisons qui m'avaient poussé à quitter Paris. L'intuition d'une catastrophe imminente. Le relais du Haut-Quercy était une grande bâtisse de calcaire blanc à 2 étages située un peu à l'écart du village. La grille s'ouvrit avec un léger grincement. Je traversai un terre-plein recouvert de gravier, montai quelques marches jusqu'à la réception. Il n'y avait personne. Derrière le bureau, les clés des chambres étaient accrochées à un tableau. Il n'en manquait aucune. J'appelai à plusieurs reprises, de plus en plus fort, sans obtenir de réponse. Je ressortis. L'arrière du bâtiment était occupé par une terrasse entourée de massifs de roses, avec des petites tables rondes et des chaises métalliques ouvragées, qui devaient être utilisées pour les petits déjeuners. Je suivis une allée bordée de châtaigniers pendant une 50aine de mètres avant d'aboutir à une esplanade herbeuse qui dominait la campagne environnante, où des transats et des parasols attendaient d'hypothétiques clients. Pendant quelques minutes, je contemplais le paysage, vallonné et paisible, avant de revenir vers l'hôtel. Au moment où je débouchais sur la terrasse, une femme en sortit, une blonde d'une 40aine d'années, vêtue d'une longue robe de lainage gris, aux cheveux réunis en bandeau. Elle sursauta en m'apercevant. « Le restaurant est fermé », lança-t-elle sur la défensive. Je lui dis que je cherchais uniquement une chambre. « On ne fait pas non plus le petit déjeuner », précisa-t-elle encore avant de convenir, visiblement à contre-cœur.
qu'elle avait une chambre. Elle m'accompagna jusqu'au premier étage, ouvrit une porte et me tendit un bout de papier minuscule. La grille ferme à 22 heures. Si vous rentrez après, vous aurez besoin du code, dit-elle avant de s'éloigner sans ajouter un mot supplémentaire. Une fois les volets ouverts, la chambre n'était pas si déplaisante, à part le papier peint, dont les motifs, de magenta terne, représentaient des scènes de chasse. J'essayais en vain de regarder la télévision. Il n'y avait de signal sur aucune chaîne, juste un fourmillement indéfini de pixels. Internet ne marchait pas davantage. Il y avait plusieurs réseaux dont le nom commençait par B-Box ou SFR. Probablement ceux des habitants du village, mais aucun n'évoquait le relais du Haut-Quercy. Une feuille d'information client que je découvris dans un tiroir donnait des détails sur les curiosités touristiques du village. Il y avait aussi des indications sur la gastronomie quercynoise, mais rien au sujet d'Internet. Rester connecté n'était manifestement pas la préoccupation majeure des clients de l'établissement. Après avoir rangé mes affaires, suspendu les quelques vêtements que j'avais emportés sur des cintres, branché ma bouilloire et ma brosse à dents électrique, allumé mon téléphone portable pour constater que je n'avais aucun message, je commençais à me demander ce que je faisais là. Cette question très générale, n'importe quel homme peut se la poser, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment de sa vie. Mais le voyageur solitaire y est, il faut le reconnaître, particulièrement exposé. Si Myriam avait été à mes côtés, je n'aurais pas davantage eu de raison, à vrai dire, d'être à Martel. Mais la question ne serait simplement pas posée. Un couple est un monde autonome et clos qui se déplace au milieu d'un monde plus vaste, sans en être réellement atteint. Solitaire, j'étais traversé de failles, et il me fallut un certain courage pour, rangeant la feuille d'information dans une poche de mon blouson, ressortir visiter le village. Le centre de la place des Consuls était occupé par une halle à grains, manifestement ancienne. Je ne connaissais à peu près rien à l'architecture, mais les maisons qui l'abordaient, construites dans une belle pierre blonde, avaient de toute évidence plusieurs siècles. J'avais déjà vu des choses de ce genre à la télévision, en général dans les émissions présentées par Stéphane Bern. Et c'était aussi bien qu'à la télévision, mieux même. L'une des maisons était très grande, un palais presque, avec des arcades en ogive et des tourelles. En m'approchant, je constatai qu'en effet, l'hôtel de la Raymondie avait été bâti entre 1280 et 1350 et qu'il appartenait à l'origine au vicomte de Turenne. Le reste du village était à l'avenant et je suivis des ruelles pittoresques et désertes jusqu'à arriver à l'église Saint-Maur, massive, presque dépourvue de fenêtres. Il s'agissait d'une église fortifiée, construite pour résister aux assauts des infidèles. Comme il y en avait beaucoup dans la région, m'apprit la feuille d'information. La D840 qui traversait le village continuait en direction de Rocamadour. J'avais déjà entendu parler de Rocamadour. C'était une destination touristique connue, avec beaucoup d'étoiles au guide Michelin. Je me demandais même si je n'avais pas déjà vu Rocamadour dans une émission de Stéphane Bern. Mais c'était quand même à 20 km. J'optai pour une départementale plus petite et plus sinueuse, qui conduisait à Saint-Denis-les-Martels. 100 mètres plus loin, je tombai sur une minuscule guérite de bois peint qui proposait les billets pour un train touristique à vapeur longeant la vallée de la Dordogne. Cela paraissait intéressant. Il aurait été quand même mieux d'être en couple, me répétai-je avec une délectation sombre. De toute façon, il n'y avait personne dans la guérite. Myriam était arrivée à Tel Aviv depuis quelques jours. Sans doute avait-elle eu le temps de se renseigner sur les inscriptions à la fac. Elle avait peut-être déjà pris un dossier, ou bien elle s'était contentée d'aller à la plage. Elle avait toujours aimé la plage. Nous n'étions jamais partis en vacances ensemble, me dis-je. Je n'avais jamais été doué pour choisir une destination, pour réserver. Je prétendais aimer Paris au mois d'août, mais la vérité est que j'étais simplement incapable d'en sortir. Un chemin de terre longeait la voie ferrée sur la droite. Après 1 kilomètre d'une ascension en pente douce au milieu d'une forêt touffue, je débouchai sur un belvédère avec une table d'orientation. Un pictogramme représentant un appareil photographique à soufflet confirmait la vocation touristique de la halte. La Dordogne coulait en contrebas, encaissée entre des falaises calcaires d'une 50aine de mètres, poursuivant obscurément son destin géologique. La région était habituée, depuis les temps les plus reculés de la préhistoire, apprise sur un panneau d'information pédagogique. L'homme de Cro-Magnon en avait progressivement chassé l'homme de Néandertal, qui s'était replié jusqu'en Espagne avant de disparaître.
Je m'assis au bord de la falaise, essayant sans grand succès de m'abîmer dans la contemplation du paysage. Au bout d'une demi-heure, je sortis mon téléphone et je composai le numéro de Myriam. Elle parut surprise, mais heureuse de m'entendre. Tout allait bien, me dit-elle. Ils avaient un appartement agréable, lumineux, dans le centre-ville. Non, elle ne s'était pas encore occupée de son inscription à la fac. Et moi, comment est-ce que j'allais? Bien, mentis-je. Elle me manquait quand même beaucoup. Je lui fis promettre de m'envoyer un très long email où elle me raconterait tout, dès que possible, avant de me souvenir que je n'avais pas de connexion d'Internet. J'avais toujours détesté imiter des bruits de bisous au téléphone. Jeune déjà, j'avais du mal à m'y résoudre, et à 40 ans passés, ça me paraissait franchement ridicule. Je m'y astreignis pourtant, mais immédiatement après avoir raccroché, je me sentis envahi par une solitude terrible, et je compris que je n'aurais plus jamais le courage de rappeler Myriam. La sensation de proximité qui s'installait au téléphone était trop violente, et le vide qui s'ensuivait trop cruel. Ma tentative pour m'intéresser aux beautés naturelles de la région était de toute évidence vouée à l'échec. Je m'obstinai pourtant encore un peu, et le soir tombait lorsque je repris la direction de Martel. Les hommes de Cro-Magnon chassaient le mammouth et le renne. Ceux d'aujourd'hui avaient le choix entre un Auchan et un Leclerc, tous deux situés à Souillac. Les seuls commerces du village étaient une boulangerie fermée et un café situé place des Consuls qui semblait également fermé. Aucune table n'avait été tirée sur la place. Une faible lumière pourtant provenait de l'intérieur. Je poussai la porte et j'entrai. Une quarantaine d'hommes, dans un silence total, suivaient un reportage de BBC News diffusé sur un téléviseur placé en hauteur dans le fond de la salle. Personne ne réagit à mon arrivée. C'étaient visiblement des habitants du cru, presque tous des retraités. Les autres donnaient l'impression d'être des travailleurs manuels. Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de parler anglais. Le commentateur avait un débit trop rapide et je n'y comprenais pas grand-chose. Les autres spectateurs n'avaient pas l'air plus avancés que moi, à vrai dire. Les images prises dans des localités très variées, Mulhouse, Trappes, Stein, Aurillac, ne présentaient aucun intérêt apparent. Des salles polyvalentes, des écoles maternelles, des gymnases déserts. Il me fallut attendre l'intervention de Manuel Valls, filmé sur le perron de l'hôtel Matignon, blafard sous un éclairage trop violent, pour reconstituer le déroulement des fêtes. Une vingtaine de bureaux de vote dans toute la France avaient été pris d'assaut par des bandes armées en début d'après-midi. On ne déplorait aucune victime, mais des urnes avaient été dérobées. Ces actions n'avaient pour l'instant pas été revendiquées. Dans ces conditions, le gouvernement n'avait pas d'autre choix que d'interrompre le processus électoral. Une réunion de crise aurait lieu plus tard dans la soirée. Le chef du gouvernement annoncerait des mesures appropriées. Force resterait, concluait-il assez platement,